Souffrant de bipolarité, Diane Pomerleau a été internée en psychiatrie à 4 reprises durant sa jeunesse et sa vie adulte. Grâce à des soins médicaux et à ses connaissances en médecine complémentaire, elle bénéficie maintenant d'une excellente santé et d'une vie magnifique. Voici l'extraordinaire histoire de Diane Pomerleau. Donc, je suis née à Notre-Dame-des-Pins de Beauce en 1959. J'ai fait mon enfance sur une ferme. Il y avait un côté très plaisant parce que c'est dans la nature. Et dans un autre côté, ben, c'est un milieu où on travaille beaucoup. Donc j'ai appris vite, moi, j'étais la troisième fille. On était 4 filles de suite. Ensuite, il y a eu 5 ans avant d'avoir mes frères. J'ai 2 frères. Donc j'ai appris à m'occuper de moi puis à être autonome. J'étais une petite fille perfectionniste. J'aimais ça que ce soit propre. J'aimais beaucoup l'école parce que j'avais beaucoup de facilité. J'étais une première de classe. Mon père avait pas toujours un comportement facile et imprévisible. Donc, des fois, il pouvait faire des grandes colères, des violences qu'on pouvait subir ou que ces animaux pouvaient subir. Et évidemment, ça créait chez moi une petite fille très sensible, qui aimait la perfection, beaucoup d'insécurité, puis une terreur quand même. Cet aspect-là du comportement de notre père, on a tous été un peu blessés de ça, puis ça touche la personnalité, la capacité d'une construction, d'une estime de soi. Ça s'est pas fait bien pour moi. Ce que j'ai réalisé que j'ai développé, mais c'est un enfant très gentil, très sociable, qui aimait plaire. Donc, je m'arrangeais pour que tout le monde m'aime. Mais ça bâtit pas une personnalité forte, là. J'ai été élevée très chrétienne, très catholique. On allait à la messe tous les dimanches. Et puis, ma mère, elle suivait beaucoup ce que la religion disait, que il fallait aller à la messe, il fallait faire notre prière le soir, il fallait pas coucher avec les garçons avant de se marier. J'ai adhéré à cette religion-là. Comme j'étais perfectionniste, ben, je voulais vraiment vivre une vie parfaite, ben, ce qui n'est pas possible, là. J'ai continué mes études après le secondaire. À l'époque, ça s'appelait le séminaire Saint-Georges. J'étais pensionnaire. J'ai été jumelée à une personne pour dormir dans les chambres avec qui c'était très difficile de s'entendre. Et ce qui faisait que je finissais par pas vouloir aller me coucher avant qu'elle dorme, puis je me couchais très tard. Tout ça pour dire que quand j'ai fait mon cours de cégep, j'aimais bien la prière, donc j'étais dans un club de prière. À l'époque, on faisait de la danse sociale. J'ai commencé, j'avais 13 ans. Je fais de la danse sociale jusqu'à 24 ans. Puis quand j'étais au cégep, ben, j'enseignais la danse sociale. Je montais des spectacles avec les élèves. C'était vraiment le fun. Tout ça pour dire que je me suis beaucoup fatiguée pendant mon cégep et je suis devenue... ça l'a tourné que je voulais être vraiment comme Jésus. J'ai fait une vraie crise de foi. Puis, ce qui faisait que j'étais rendue à dire que la société, il n'y avait pas des bonnes valeurs. Moi, je veux vivre comme Jésus. C'est comme ça que Jésus nous a enseigné. Donc, je lâche l'école, je prends mon baluchon, puis je m'en vais enseigner comment est-ce que la vie est belle avec Jésus. Puis que j'ai plus besoin de me préoccuper de manger comme Jésus faisait à l'époque. Alors, je décide que l'école, c'est plus pour moi. Je m'en vais à la maison. Là, je commence à être vraiment pas bien dans ma tête, mais moi, comme j'étais en crise de manie, je savais pas, moi, que je m'en allais en manie. Mes parents non plus, n'ont pas vu tout de suite, mais on trouvait que j'avais des drôles d'idées. Ils m'ont quand même donné un break d'une semaine. Bon, ben, repose-toi, là, tu vas te remettre, puis tu vas retourner à l'école. Mais ça l'a vraiment empiré. Puis là, les idées étaient vraiment plus dans la réalité. Et comment je vivais ça à l'intérieur, moi, j'avais l'impression que mon cerveau avait multiplié puissance 10. J'avais l'impression de comprendre qu'est-ce que les gens pensaient. Puis les gens me disaient, mon Dieu, comment ça, toi, que tu peux me dire des choses de même? Et moi, je dis, ben, profite-en, Dieu, Dieu est là, la vie est belle. C'était assez que mes parents savaient que j'allais pas bien, là.
Et de fil en aiguille, on a dû m'hospitaliser à l'époque, ça s'appelait le Sanatorium Bégin, à la Quatre-Chemins, dans un hôpital psychiatrique. Puis pour moi, ben je comprenais pas, là. Tout le monde était dans l'erreur, sauf moi, là. C'est pas là que je dois être. Et à l'époque, ben, à l'étage des gens qui étaient malades comme moi, on était dans un département, la porte barrée. Et ça, quand j'ai vu que j'étais enfermée, barrée dans un département, j'ai paniqué. Et à l'époque, c'est pas facile de soigner une personne. J'étais vraiment rendue en psychose. Il y avait juste un lit, puis le lit bougeait pas, puis la fenêtre était barricadée. Et c'est tout ce qu'il y avait dans la chambre. C'était des méthodes très difficiles pour moi. Finalement, on a essayé la médication. À un moment donné, on me donnait des piqûres de force pour me calmer. Ça, c'était vraiment traumatisant. Là. Ils mettaient même des fois des camisoles de contention parce que j'étais j'étais pas du monde, là. Et j'étais jamais violente. J'étais juste bien expressive puis bien vivante. Qui dérangeait tout le département. On a décidé, avec le consentement de mes parents, de me faire de l'électroconvulsivothérapie, qui est appelée plus des électrochocs. On faisait une anesthésie générale et c'est une thérapie qui dure quelques minutes. En tout cas, ça fait comme un choc dans le cerveau. On a comme des tremblements. Alors, ce qui fait que tu n'as pas conscience de cette thérapie-là, puis tu te réveilles après, puis tu fonctionnes. Moi, ça faisait que je revenais dans la réalité avec un électrochoc. Ça durait le temps que ça durait, puis quand que je revenais encore dans l'irréel, on me redonnait un deuxième traitement comme ça. J'en ai eu 13 à cette hospitalisation-là. L'hospitalisation a duré 3 mois. C'est ce qui a fonctionné le mieux pour moi, pour me garder dans la réalité. Et quand je suis sortie de l'hôpital, bien évidemment, j'avais tout un cocktail de médicaments que je devais prendre parce que j'avais été tellement malade. Mais je ne me rappelle pas de tout l'ensemble parce que c'est comme si on me faisait un lavage de cerveau un après l'autre. Donc, ça affecte beaucoup la mémoire ou le fil du temps. Alors, j'ai passé l'été en convalescence, vraiment faible. Les médicaments antipsychotiques, ça nous rend comme si on avait une camisole de force intérieure. C'est très paralysant. Ça nous calme. Ça nous calme. Donc, j'ai passé l'été en convalescence et en septembre, j'ai retourné au cégep. J'ai pu finir ma session. Mais je trouvais ça extrêmement difficile. Je n'étais plus la même personne, là. Le psychiatre, il m'a quand même accepté de vraiment diminuer mes médicaments jusqu'à finir par ne plus en prendre. Ce qui fait que la deuxième session d'hiver, j'avais vraiment tout retrouvé ma capacité. J'ai réalisé que j'étais capable de faire mes études. Et à ces moments-là, moi, je me suis dit, je ne veux pas faire une vie comme sur une ferme. Moi, je veux être une professionnelle. Et j'ai vraiment pris à cœur d'étudier très fort. Alors, j'ai fini mon cégep quand même avec des notes qui étaient très hautes. Je pouvais prendre n'importe quel cours. Je me suis finalement inscrite en physiothérapie à l'Université Laval. Et j'étais plus médicamentée à cette époque-là. Parce que j'allais assez bien. Mais moi, je savais que j'avais la capacité intellectuelle d'aller à l'université. Puis ça s'est bien passé. Presque tout mon cours. C'était un cours de 3 ans et demi, jusqu'à la fin de la 3e année où on avait un cours qui s'appelait... c'était un cours d'initiation à la recherche. Et je me suis donnée là, comme si je faisais une maîtrise. Puis c'était juste un petit cours de 2 crédits, puis je me suis brûlée. Et j'ai vécu ma 2e épisode de problème de santé mentale en dépression profonde. Avant de rentrer dans cette phase dépressive-là, pendant l'université, j'avais rencontré, je pense pour moi, l'homme de ma vie, Pierre. Et pouf, 8 mois plus tard, je suis en dépression profonde. Une dépression profonde, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement difficile parce que là, j'ai tout vu, la progression. J'avais pas d'électrochoc, mais j'ai quand même été hospitalisée une 2e fois.
Une dépression profonde, pour ceux qui en ont déjà vécu, c'est un tunnel noir qui noircit à chaque semaine. Il est de plus en plus noir. Et moi, j'avais perdu tout espoir que je pourrais retrouver mon esprit, ma capacité de fonctionner. Parce qu'en dépression profonde, tu n'as même plus la capacité d'anticiper une liste d'actions pour arriver à terminer un projet. Et à l'hôpital, moi, je pensais que je resterais là pour le reste de ma vie. Je ne voyais pas comment que je sortirais de là. Et Pierre, il venait toujours me voir. Je me disais, qu'est-ce que tu fais venir me voir? Je suis finie. C'est une expérience extrême, vivre ça. Donc, j'étais pris là. Dans ma tête, j'étais pris là pour la vie. Et finalement, on a décidé d'essayer le lithium. Le cerveau s'est mis à refonctionner et j'ai vraiment eu de l'espoir que je pouvais m'en remettre. Le lithium a été quelque chose de vraiment thérapeutique pour moi. Alors, j'ai finalement, après encore là, 3 mois, au moins 3 mois à l'hôpital, et je suis retournée assez rapidement. Non, j'ai passé encore là une session à la maison pour me remettre. J'ai terminé, j'ai retourné à Québec avec Pierre, mais pas dans la même maison, mais j'ai fait tout le reste de mes études. Il me restait juste les côtés pratiques à faire. Et j'ai terminé mon bac. Et j'ai terminé mes internats, parce que pour être admise physiothérapeute, il fallait faire 4 mois d'internat. J'ai fait les 2 derniers mois à Hall, à Gatineau. Après être physiothérapeute, j'ai appliqué dans la région de Gatineau et j'ai eu un poste à temps plein dans le nouvel hôpital de Gatineau à l'époque qui ouvrait. Mon chum à Québec, moi à Gatineau, ça n'a pas fait long feu parce que j'étais pas mal dans le moment présent. Puis finalement, on a décidé d'arrêter la relation. Pierre était en plein doctorat et n'était pas disponible beaucoup. J'ai fait ma première année de travail professionnel comme physiothérapeute. Je prenais par contre, en plus des cours de danse sociale, j'avais une grosse vie active. J'avais mon travail à temps plein à l'hôpital, un travail à temps partiel dans une clinique privée. J'emmenais large, j'allais bien, tout allait bien. Je prenais mes médicaments, mais même à ça, j'ai fait une 3e chute et je dois être hospitalisée encore une fois. Cette hospitalisation-là, je me suis rendu compte que même avec le lithium, j'étais pas sauvée, j'étais pas stable. Ça a été très difficile pour moi de réaliser que j'allais être pris à prendre du lithium puis peut-être d'autres choses. On a ajusté mes médicaments. J'ai resté quand même quelques mois encore à l'hôpital. Je suis sortie de l'hôpital et j'ai dû me réhabiliter. Encore là, reconstruire l'estime de soi, reconstruire la confiance. C'était pénible, mais j'avais tellement de volonté de m'en sortir puis de continuer. Avec le psychiatre, j'allais assez bien pour arrêter les médicaments. J'ai aussi compris que c'était Pierre que je voulais garder dans ma vie. Pierre finissait son doctorat et je suis allée le retrouver, puis ça faisait... Il faut que je reste avec Pierre. Puis moi, j'avais un emploi à temps plein à Gatineau. Mais il a décidé de venir dans la région, à l'Université d'Ottawa. Puis on a commencé 6 mois plus tard à vivre ensemble. Et c'est à ce moment-là qu'on a vraiment... Je pense que c'est plus à ce moment-là qu'on a compris que je pouvais laisser les médicaments. Pierre me stabilisait beaucoup. C'était une personne parfaite pour moi. Après 2 ans qu'on a vécu ensemble, on s'est mariés. Et cette année-là, on fait notre projet de mariage. On s'achète notre première maison. Et je tombe enceinte. Je prends que je suis enceinte à la veille de mon mariage. Fait que ça a été beaucoup de joie, beaucoup de bonheur cette année-là. Et j'ai donné naissance à Maric, mon premier fils. Et malheureusement, j'ai fait un postpartum, une psychose en postpartum. Ça a été le drame pour moi, pour mon mari.
du jour au lendemain, on m'a déclaré inapte à m'occuper de mon enfant. On m'hospitalise, cette fois-ci à l'hôpital général d'Ottawa, dans le centre psychiatrique. Mon fils, la personne la meilleure pour s'occuper de lui, elle était à 450 km, c'était la mère de Pierre. Et puis Pierre qui se retrouve, son bébé à 450 km, sa femme en psychiatrie. Puis ça a duré encore 3 mois, cette hospitalisation-là. Pierre il venait me voir à tous les soirs, il venait souper avec moi. Et on a encore dû prendre la décision, parce que moi, j'étais encore complètement dans l'irréalité, de donner des électrochocs. Alors, j'ai encore eu 7 thérapies d'électrochocs. J'ai encore perdu ma mémoire, j'ai encore tout revécu ça. Mais Pierre était là, il est resté avec moi, puis j'ai sorti de l'hôpital, on a repris notre fils. J'ai fini mon congé de maternité. C'était tellement difficile d'avoir réalisé que je n'étais même pas capable de m'occuper de mon enfant. Il fallait que je sois hospitalisée. Ça a été très difficile pour le deuil de ne pas être capable d'être mère. Le deuil de ne pas avoir fait une bonne connexion avec l'enfant. L'attachement était vraiment difficile à reprendre. J'ai quand même passé à travers, puis j'ai décidé de ne pas retourner à l'hôpital et de commencer ma pratique privée. Parce que, évidemment, dans tout ça, j'avais commencé mon cours en ostéopathie. C'est un cours qui dure 6 ans. J'avais 3 ans de fait quand j'ai fait cette psychose-là. Encore là, il a fallu que je reprenne toutes mes études parce que les électrochocs nous font oublier beaucoup. J'ai tout revisé mes cours, j'ai continué mon cours d'ostéopathe. Et 3 ans plus tard, je graduais ostéopathe. J'avais commencé ma pratique privée à la maison. Et quand j'ai gradué vraiment ostéopathe, j'ai ouvert ma clinique. Donc là, j'avais ma clinique d'ostéopathie Diane Pomerleau. J'étais vraiment fière de ça. Mon fils, il avait 3 ans à cette époque-là. J'allais bien. Encore là, j'ai fait encore beaucoup de psychothérapie pour reprendre confiance en moi encore. On a jugé que j'étais capable de ne plus prendre de médicaments. Donc ça, c'était très encourageant pour moi parce que je me sentais vraiment guérie, là. Ma carrière allait bien, mon chum allait bien, même si je trouvais qu'il travaillait en tabarnouche. Un poste à l'université, là, c'est pas des vacances. Et ça, j'en souffrais beaucoup de le voir travailler comme ça. Donc, professionnellement, j'avais beaucoup de succès. Puis, j'étais chanceuse parce que j'avais vraiment trouvé ma voie. J'ai commencé la danse méthode Margaret Morris, qui est une danse qui est très stabilisante, très thérapeutique, qui se danse sur de la musique classique. Cette méthode de danse-là m'a vraiment fait un bien énorme pour rester stable. Assez que j'ai pris tous mes cours de professeur de Margaret Morris. Il y avait 4 niveaux de professeur, j'ai tout fait. Puis j'ai enseigné cette danse-là en termes de loisirs. Et tout ça ensemble, je travaillais à mon compte. Donc je travaillais le nombre de jours que j'avais besoin pour rester en équilibre. Dans ma condition, j'ai jamais travaillé 5 jours après avoir eu mon fils. Jusqu'au jour où j'ai une sinusite carabinée qui ne guérit pas. Je vais voir le médecin. Elle me dit, prends un test de grossesse. Je dis, ben oui, un test de grossesse. Je dis, nous, on a décidé qu'on n'aurait jamais d'autres enfants. C'est impossible que je sois enceinte. Les moyens sont bons. Ça fait 9 ans. Bon, finalement, je fais le test de grossesse et il s'avère positif. On est un petit peu sous le choc parce que mon mari avait décidé que jamais il voulait me revoir passer à travers une psychose comme il avait vécu. Et les statistiques disaient à l'époque, tu as 80% de chance de refaire une psychose si tu en as fait une après un accouchement. Moi, c'était impossible de penser à me faire avorter. En étant ostéopathe, donc j'avais accès à toutes les médecines, j'ai découvert toutes les médecines alternatives ou les médecines complémentaires. Je connais assez de choses maintenant qui peuvent me maintenir en santé. Non, je veux faire naître mon enfant, ne pas faire de psychose et pouvoir allaiter mon enfant, donc pas de médication. Alors, j'ai pris tous les moyens pour réussir ça. Pour moi, c'était gravir le mont Everest. C'était quelque chose pour moi que c'était le plus important de toute ma vie, de réussir à être mère et de ne pas chuter. J'ai pris tous les professionnels pendant ma grossesse. J'ai quand même eu un psychiatre et une médecin
J'ai pas pris la même médecin qui voulait absolument me médicamenter pour être certain que si je bascule en psychose, qu'on me prenne à temps puis que je prenne mes médicaments et tout ça. Avec tout ça, je faisais de l'homéopathie. L'homéopathie m'a beaucoup aidé à décharger les tensions que j'avais de mon enfance, toutes les difficultés de stress, de la violence de mon papa surtout. Ça m'a aidé et j'avais une psychologue qui était en maladie mentale. J'avais ma massothérapeute, mon ostéopathe, ma naturopathe. Et j'ai accouché et j'ai pas tombé, j'ai pas eu de psychose. Mais après un accouchement, on est quand même très vulnérable. Puis cette vulnérabilité-là s'apparentait un peu à comme quand je chutais en psychose. Et j'ai vraiment paniqué. Mais la sage-femme, parce que j'ai été suivie en sage-femme, elle m'a dit non, t'es pas du tout en psychose. Elle dit, c'est tout à fait normal ce que je vois là. Puis elle m'a vraiment rassurée. Puis je me suis comme calmée. J'ai vu que je montais à chaque jour, je devenais de plus en plus en forme. Et c'était intéressant ça, puis ça a été comme un genre de prise de conscience que le fait de ne pas avoir peur, j'ai comme réalisé que c'était le dernier filon de la maladie, la peur de chuter. Et ça m'a quitté, cette peur-là. Et c'est comme si je réalisais que la maladie me quittait. Je ris parce que, tu sais, j'avais pas prévu qu'en plus la maladie me quittait, mais elle m'a vraiment quittée. Et bon, j'avais 39 ans à cette époque-là. Et jamais, après ça, j'ai eu la peur que je retombais en maladie mentale. Jamais. Donc, la naissance de Yann m'a permis de guérir définitivement de la maladie bipolaire. C'est pas rien dans une vie. Je prends plus de médicaments maintenant, ça fait 25 ans, mon fils a 25 ans. Moi, je me considère guérie. En psychiatrie, on dit qu'un bipolaire n'est jamais guéri. Il est bien jusqu'à sa prochaine rechute. Mais moi, en tout cas, je me considère guérie. C'est évidemment ma stabilité de cet homme-là, de Pierre, qui m'a suivi toujours, qui m'a aussi permis de guérir. Et c'est spécial parce que après avoir senti la guérison, on dirait que la vie nous a comme fait comprendre que on avait fini de vivre notre vie, ce qu'on avait à vivre à deux. Et on a décidé de se séparer. Je peux dire qu'on a réussi notre séparation, par contre. On était des personnes, je considère, matures. Et puis, tout à coup, il y a eu Jacques. Je l'ai rencontré dans un club de vélo. Donc, ça fait 10 ans que je suis avec Jacques. Je suis très heureuse. Puis, j'ai deux beaux fils, un qui vit à Québec, puis un qui vit à Paris. Je suis très contente de ma vie. Je suis contente d'avoir réussi à dépasser la maladie mentale. C'est ma plus grande réussite dans ma vie. Diane Pomerleau est l'autrice d'un livre qui vient tout juste d'être publié, Vivre libre, la maladie bipolaire, se rétablir est bien, guérir est un exploit. Parce qu'elle s'est donné les outils pour se guérir, elle vit maintenant sans contrainte dans le bonheur absolu. C'est ça la vie.